Ça va Jean-Claude? Ça va et toi? Bienvenue. Ah bah voilà, oublie pas le micro parce que je sais que tu as une voix qui porte, mais ça peut être, ouais, quand même. Ça peut être compliqué. Hein. Bon, je disais que t'es un homme aux multifacettes, aux multivies, entre guillemets. Tu disais un jeune homme, pas si jeune que ça quand même. Bon, ça se voit pas. Dans la tête alors. Et on va peut-être commencer par le début. Est-ce que tu es prêt à évoquer avec nous justement l'handicap, la partie lorsque tu étais enfant, comment ça s'est géré, ce que tu as pu faire après, comment tu avais appréhendé ces choses? Oui, alors Jérôme parlait de l'entourage des parents. Je vais faire un peu la même remarque. Il faut savoir que mes parents n'étaient pas du tout au courant de mon handicap avant ma naissance, donc ils ont découvert ça de manière assez brutale, très brutale d'ailleurs, puisque quand je suis né, carrément les médecins m'ont enlevé à eux et ils leur ont dit voilà, il y a un gros problème, il ne faut pas que vous le voyiez, de toute façon il vivra peut-être pas. Et donc mes parents ne m'ont pas vu pendant 3 ou 4 jours. Ils demandaient ce que j'avais, on ne leur répondait pas. Et finalement, mon père a forcé les portes du CHR en me disant voilà, c'est mon fils, je veux le voir. Et à partir de là, ça a été tout le temps la même philosophie, c'est-à-dire que c'est notre fils et point barre. C'est-à-dire que j'ai tout le temps été leur fils et pas leur fils handicapé. Et donc finalement, j'ai tout le temps été élevé dans cette idée que j'étais simplement, certainement un peu différent de la norme, mais j'étais avant tout une personne comme une autre. Y compris d'ailleurs dans leurs exigences. Ils n'ont jamais fait preuve de mansuétude, oui, mais pas de complaisance. D'accord. Et notamment, dans la vie quotidienne, je me souviens parfaitement le problème des lacets, le laçage des chaussures. J'aurais pu encore aujourd'hui avoir des chaussures à scratch. Finalement, c'était la solution la plus simple. Et un jour, ma mère m'a dit, bah voilà, je vais te montrer comment moi je fais une cocarde sur une chaussure. Tu ne pourras pas faire pareil, mais le résultat auquel tu dois aboutir, c'est celui-là. J'y suis arrivé. Après quelques efforts, quelques réflexions, j'y suis arrivé. Il y a des gens qui ont été très, très durs avec mes parents en disant que c'était honteux, c'était scandaleux. Et ça a été un peu toujours ce parcours de vie. Et à 2 ans et demi, par exemple, j'étais à l'école maternelle avec des enfants tout à fait, entre guillemets, normaux. Et donc j'ai appris la vie comme ça, quoi. T'étais un gamin turbulent parce que... Oui. C'est compliqué. Oui, alors par exemple, en maternelle, mes parents ont été convoqués par la directrice après quelques mois parce que je monnayais mon histoire. Ah ouais, d'accord. D'accord. Donc je disais à mes copains, voilà, ramenez-moi à l'époque, comme quoi je suis plutôt jeune, ramenez-moi 1 franc et je vous raconterai pourquoi j'ai pas de main. Et tous les jours, ou quasiment, je changeais d'histoire. Je leur disais, non, mais ce que je vous ai dit hier, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je vais vous dire la vérité. Il faut 2 francs. Et il y en a notamment une qui a fait vraiment mal. Mon père était boucher. Et j'ai fini par raconter que mon père m'avait coupé les mains avec le hachoir. Donc oui, turbulent, oui. À 10 heures, on va dire. Il a vu une baisse de clientèle la semaine qui suivait, j'imagine bien. On parlait de parcours atypique. T'étais avocat ? Alors, j'ai été avocat, en effet. D'ailleurs, je me considère toujours comme étant avocat. Je suis en titre, même si je ne suis pas en exercice. Je pense que tu veux que je te raconte la genèse de cette passion pour l'avocature. En fait, tout simplement un film. J'avais 7 ans à l'époque. Alors là, vous pourrez calculer à peu près mon âge. C'était les dossiers de l'écran, à l'époque, hein, Armand Jameau et tout team. Et le film, c'était 2 hommes dans la ville, avec Alain Delon et Jean Gabin. Et j'ai vu ce film donc à l'âge de 7 ans, alors c'était peut-être pas tout à fait d'ailleurs adapté à mon âge, mais le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai dit à mes parents, moi quand je serai grand, je serai avocat, parce que je veux défendre les méchants. Voilà. Et il y avait déjà du boulot, j'imagine. Hein. Oui, il y en a pas mal. Ouais, ça. Et cette idée, elle m'est restée chevillée au corps. Et j'ai fait mes études de droit. Alors, pour tout dire, après la terminale, j'étais admissible dans une école d'ingénieurs en physique nucléaire, parce que c'était une de mes passions, et j'ai dû faire un choix. Et j'ai choisi de faire du droit à cause, enfin, ou grâce peut-être, je sais pas, à cause pour le droit et grâce à moi, pour moi peut-être, j'ai choisi de faire du droit et
passer le concours d'avocat, etc. Et le concours, il y avait un petit point particulier au moment de la soutenance? Alors oui, alors la soutenance, c'est par rapport au doctorat. Puisque en fin de 5e année, on m'a proposé de faire un doctorat en droit. Je ne savais pas trop ce que ça signifiait, mais j'ai accepté. Et donc après 5 ans de travail, jury de thèse, etc., et mon directeur de thèse, qui était quand même quelqu'un d'extraordinaire, ne m'avait pas du tout... Alors jamais il n'a abordé le problème du handicap. Alors, à la limite, il s'en est pas, je ne vais pas dire qu'il s'en est pas aperçu, mais pour lui, ça n'existait pas. Et donc la soutenance se fait, etc. Ça dure un bon moment. Et il m'a raconté après que les membres du jury, la première chose qu'ils ont dite en délibération, c'est « mais quand même, tu aurais pu nous prévenir ». Ils ont regardé, mais vous prévenir de quoi? Mais ton candidat, il n'a pas de main. Et là, il leur a dit « et alors, ça aurait changé votre jugement? Vous aviez fait un rapport sans le voir, le rapport était dithyrambique. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si je vous avais dit qu'il n'avait pas de main, et puis en plus, il lui manque aussi une jambe, mais ça, vous ne l'avez pas vu. » Donc, voilà, c'est tout à fait révélateur aussi de cet état d'esprit. J'entends bien. Alors, pour être honnête, cette anecdote, il ne me l'a pas racontée tout de suite. Il me l'a racontée simplement un jour où, j'étais peut-être un peu moins punchy, et un jour comme ça, je lui ai dit, mais vous pensez vraiment mon titre de docteur en droit avec une mention, etc., est-ce que je le mérite vraiment ou est-ce qu'il y a eu un peu de pitié de la part du jury? Et c'est là où il m'a raconté l'anecdote et il m'a dit donc, soyez rassurés, de la pitié, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. C'était très, le vrai jugement, entre guillemets. Tout à fait. J'entends bien. Et puis tout à coup, vous changez de métier, c'est-à-dire que plus envie de défendre les méchants, c'est ça? Ah si, alors... Toujours envie de défendre les méchants, mais en même temps, même si c'est la mode en même temps, je veux dire en même temps en ce moment, donc à la fois, je dirais à la fois, la vie personnelle qui évolue, je me marie et j'allais dire j'ai mon premier enfant, c'est ma femme qui l'a eu, et concrètement, je m'aperçois très rapidement que le métier d'avocat est assez difficile à mener de front, surtout avocat pénaliste. Les audiences se terminaient à 22h30, 23h, etc. Et je me suis dit, bon, mon gamin, ma femme, je ne les vois pas, c'est dommage. Et dans le même temps, je terminais ma thèse et j'avais commencé à enseigner. Et je m'étais trouvé une nouvelle passion pour l'enseignement. Alors aujourd'hui, je ne défends plus les méchants, mais j'essaye de former mes étudiants avec un état d'esprit très particulier qui est celui de la défense pénale, etc. et de l'empathie envers ce que j'appelle les méchants. Il reste forcément quelque chose de ce parcours de vie, de cette étape de vie, j'imagine. Alors oui, alors il reste, oui, forcément, il reste des choses. Il reste un état d'esprit, il reste une robe aussi qui est dans l'armoire. Alors de temps en temps, un de mes gamins dit « Papa, mets ta robe ». Sorti du contexte, ça peut prêter à confusion, mais régulièrement, oui, je suis obligé d'enfiler la robe pour faire plaisir à mes enfants. Et puis, il reste surtout une tournure d'esprit assez particulière. Oui. Et puis, il m'arrive de travailler pour des copains qui sont avocats. D'accord, j'entends bien. On a abordé le côté Jean-Claude enfant, le côté Jean-Claude dans sa vie professionnelle de tous les jours. Et puis, il y a une passion et un record du monde qui est plutôt orienté mécanique. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors, une passion, là encore, qui remonte à très très jeune. Peut-être que Jérôme jouait avec des petits cyclistes en plastique. Moi, c'était les voitures de course. J'ai tout le temps eu une passion pour le sport mécanique, alors que... bizarrement, il n'y avait aucun pilote dans ma famille, aucun mécanicien, rien. Et j'ai tout le temps eu cette passion chevillée au corps. Alors, je l'ai réalisée, je veux dire, tardivement, parce que, pour revenir à mes parents ont mis le paquet sur la formation. Donc les études, etc. C'était vraiment le leitmotiv. Il fallait que je travaille à l'école, etc. Et donc j'ai dû attendre, d'avoir une trentaine d'années. Mais j'ai tout le temps dit, un jour, je ferai du kart, déjà, et un jour, je piloterai une Porsche. Bon. Ça s'est réalisé un peu à la fois, j'ai fait du kart, et effectivement, un jour est né le projet un peu fou
d'établir, ou plutôt de battre, le record du monde de vitesse par un pilote sans main. Pour ceux qui ne se seraient pas aperçus d'ailleurs, je signale, je n'ai pas de main. Et donc on a monté ça avec Porsche. J'ai pris mon culot, j'allais dire à demain, j'ai pris mon culot, j'ai contacté Porsche et je leur ai présenté le projet. À mon grand étonnement, j'ai eu une réponse au bout de 2 heures. Réponse positive. Alors, évidemment, il y avait eu quand même un certain travail de recherche de leur part. Donc, ils avaient vu que je faisais du kart, que régulièrement je pilotais en voiture, etc. Et donc, Porsche m'a prêté une Porsche Turbo S, une 991 Turbo S. Et donc, sur la piste de la base aérienne d'Istres, j'ai établi le record à 309 km/h. Oui, j'imagine. Ouais. Non, j'imagine pas du reste parce que. Non, mais moi non plus. Mais non, ça va vite. C'est une sensation extraordinaire. Alors, il faut y aller mollo sur les coups de volant, évidemment. On est collé au siège, j'imagine. On est collé, ouais. Alors à l'accélération, on est collé et au freinage, on est écrasé par le harnais. Et pour tout vous dire, il y a un nouveau projet, toujours avec Porsche, puisqu'ils viennent de sortir un modèle, la GT RS, la RS, pardon, encore plus puissante et qui roule encore plus vite. Et donc, on a maintenant un projet, c'est d'aller chercher les 340 km/h. Donc, ça devrait se faire dans les mois qui viennent, parce que concrètement, comme tout, il faut trouver des partenaires, parce que ça coûte un peu cher. Donc, j'en appelle d'ailleurs dans votre bonne âme. Et avec un projet encore plus lointain, qui serait là de dépasser les 400 km/h, mais dans un dragster, carrément. Voilà. Carrément. Carrément, bah, écoutez, pas de limite. Bah, oui. Bon, et par contre, j'imagine, parce que moi, j'ai pas une Porsche, mais je vois une Porsche à quoi ça ressemble. Il y a un volant, il y a des pédales et il y a un levier de vitesse. Donc, alors, tout à fait. Alors, là encore, la famille, Jérôme parlait de son papa, moi c'est pareil. C'est mon papa qui a, avec moi, on a inventé, j'ai pas peur du mot, alors il faut savoir que je ne voulais pas être appareillé. Pour les membres sup, je ne voulais pas d'appareillage. Donc pas de boule, pas de tout ça sur le volant. Et donc on a inventé un système que j'appelle le volant téléphone. Là encore, ça renvoie à mon âge. C'est-à-dire que c'est un rond en plexiglas qui est percé de trous dans lesquels je peux passer les avant-bras, pour piloter la voiture. Et au niveau des pédales, en fait, on a un renvoi de pédales, parce que il me manque la moitié de la jambe droite aussi. Donc un renvoi de pédale, l'accélérateur est renvoyé à gauche. Pas de limite, c'est bien. Toujours trouver des solutions. Non, oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que je comprends. Je vais te proposer qu'on puisse conclure notre petit échange. On aura évidemment l'occasion pendant le cocktail dînatoire de le continuer. Je sais que tu es accessible et que les gens peuvent venir te rejoindre. Je vais te laisser le mot de la fin, tiens, si tu veux bien. Le mot de la fin, moi je dirais qu'il y a plusieurs choses. Première chose, je pense qui est très importante, c'est l'image que l'on renvoie. J'ai un certain âge que je ne citerai pas, et je peux dire maintenant que moi, quand j'arrive quelque part, même si forcément mon handicap est on ne peut plus visible, mais je n'arrive pas en mettant mon handicap devant moi. C'est moi qui arrive. Et je dois dire que je constate que très très souvent, à part quelques personnes qui ont vraiment des difficultés, mais généralement, le handicap, il s'efface très vite. Et le plus beau compliment, le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est quand quelqu'un me dit « Oh merde, excuse-moi, j'ai oublié ». Je dis non, t'excuses pas, merci d'avoir oublié. Et ça, c'est important. Et dans ma carrière professionnelle, je le vois aussi. C'est-à-dire que j'arrive, quand j'interviens dans un colloque, on m'invite, alors maintenant, même si je suis un peu connu, donc on le sait, mais au début, on ne savait pas. Et j'arrivais, il y a 3 secondes de surprise. On dit, oula, putain, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Il a oublié une partie à la maison, ou je sais pas. Mais très vite, ça s'efface. Et ça, c'est important. Je crois que il faut pouvoir. Moi, je me sens normal, en fait. Et la deuxième chose, c'est never give up, quoi, n'abandonne jamais. Projet, alors, pas toujours raisonnable. Je dis tout le temps, si j'avais eu l'idée d'être chirurgien, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué qu'avocat ou prof de fac, mais j'aurais adapté.
j'aurais eu un peu de mal, hein, c'est ce que je te disais, à trouver des patients. À trouver des patients volontaires. Que je ouais. les opère. Mais voilà, C'est rien n'est impossible. Et le handicap, c'est pas un obstacle, c'est une chance. Moi, je le dis, et c'est pas des mots. Moi, j'ai la chance, je vais quelque part. Ce soir, vous me voyez, vous allez me revoir dans 6 mois, vous saurez qui je suis. Moi, je ne saurais pas forcément qui vous êtes, c'est parfois un peu embêtant, mais c'est ça, il faut faire un avantage de ce qui est souvent considéré comme une faiblesse. Merci Jean-Claude, c'était extrêmement sincère. Merci. Oui, merci. Voilà, des applaudissements mesdames et messieurs pour Jean-Claude qui va reprendre sa place.